Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette autre soirée de formation continue sur la dentisterie vétérinaire avec Dr. José Marcoux. Mon nom est Hélène Perroche, je suis vétérinaire diplômée de la promo 1999. C'est moi qui ai le plaisir d'animer cette ligue du vieux poil, la dentisterie, de la dent pathologique du Québec. Écoutez, encore une fois, je suis épatée, éblouie par votre diligence envers la dentisterie. Un beau lundi soir comme ça, en tout cas Montréal, c'est merveilleux et vous êtes encore nombreux à avoir répondu à l'appel. Ce soir, on parle de malformation dentaire. Avant de procéder, je vais faire tout de suite l'annonce pour le prochain webinaire. On est comme ça, on vit tellement, nous, on est tellement excités qu'on parle toujours du futur avant même d'avoir réglé la formation, le contenu de ce soir. Donc, la prochaine formation aura lieu et là, ça s'est fait vite, attendez, je vais juste vérifier. C'est bien le 12, lundi le 12 septembre. Ah, ça me fait quasiment. On va sauter le mois d'août. Je pense que tout le monde a besoin de vacances. Je veux pas vous voir étudier trop de dentisterie sur le mois d'août. Donc, on va directement au mois de septembre, le lundi 12 septembre, 19h. Toutes les personnes qui sont inscrites ce soir vont recevoir l'invitation. Comme d'habitude, vous allez avoir l'enregistrement de ce soir ainsi que le lien pour vous enregistrer le lundi 12 septembre. Et roulement de tambour, quelle sera la thématique? On va parler de anatomie orale et dentaire. C'est toujours un petit défi parce que c'est le fun de l'avoir en 3D, c'est le fun de l'avoir avec devant nous, mais bon, on n'est pas encore rendu en hologramme. Là. Je sais pas en passant si vous avez vu le spectacle de ABBA, les grands fans de ABBA, là, ils ont fait un spectacle avec des anagrammes à Londres. C'est malade. Ils ont pris les membres quand ils étaient jeunes. Puis en tout cas, on n'est pas rendu là, mais je vous dis, d'ici 10 ans, on va faire des anagrammes en 3D devant nos écrans, puis on va pouvoir faire, là, on va être rendu ailleurs dans la formation continue, mais là, pour l'instant, il y a juste ABBA qui peuvent se payer cette technologie-là. Donc, lundi le 12 septembre, on va parler d'anatomie orale et dentaire et ce soir, on parle de malformation dentaire, le chien et le chat. Et puis, juste vous rappeler, je pense que la question que j'ai le plus souvent, est-ce que c'est reconnu par l'OMVQ? En fait, l'OMVQ a changé sa politique il y a environ 2 ans. Au début de la pandémie, il y a plus le processus de faire prouver la formation, là, c'est plus nécessaire. Donc, l'OMVQ fait confiance à notre jugement professionnel pour reconnaître la formation. Fait que si vous jugez que c'est de la formation qui est pertinente, il faut pas que ce soit directement sur un produit ou un appareil, là, ben vous pouvez la comptabiliser. Puis donc, vous n'avez pas besoin de quiz, vous n'avez pas besoin d'un certificat, vous n'avez pas besoin d'un stamp. C'est votre jugement. Est-ce que je fais le tour de tous mes points avant de présenter Dr. Marcoux? Là, je suis rendue, j'appelle Joe. Alors, Dr. José Marcoux, diplômée acupunctrice avant de devenir vétérinaire. Elle a diplômé, retour aux études, diplômée de la faculté en 2016. Elle avait cette passion-là pour la dentisterie. Elle a vraiment axé tous ses stages sur la dentisterie. Elle a fait plusieurs espèces et puis elle a commencé sa résidence à la faculté et là, elle a déjà fait son board théorique et là, maintenant, elle est dans la pratique. La COVID a un peu limité les déplacements parce que c'est un examen qui doit se faire dans un contexte très spécifique. Donc, elle est là-dedans actuellement et elle a une passion pour la formation continue. On peut voir ça, on est rendu, je pense, à notre 14e ou 15e Quelque chose comme ça. webinaire. Oui, effectivement. Donc, José, tu veux-tu expliquer rapido ton service pour ceux qui seraient intéressés? Oui, donc, premièrement, notre zone, on fait Montréal-Rive-Sud, mais si vous avez des demandes à l'extérieur de ça, vous êtes un petit peu plus nord, Sherbrooke, des choses comme ça, vous pouvez quand même nous contacter. Là, on va jaser, puis souvent, en ajoutant un petit frais, tout se négocie. Donc, si vous êtes intéressé à ce que je fasse une procédure pour vous, soit parce que vous n'avez pas le temps ou ça vous semble trop difficile ou c'est comme un traitement de canal, quelque chose qui est juste pas dans l'éventail des choses qu'un généraliste fait. La première étape, c'est de me faire venir pour une consultation. J'aime ça voir les patients avant. Je les examine, je m'assure qu'il n'y a pas de petites surprises ou de choses inattendues ou que en fait, le patient est un bon candidat pour ce qu'on planifie de lui faire. Je vais vous remettre à ce moment-là un rapport qui est à remettre au client
et un estimé le plus précis possible là, pour le jour de la procédure. Les consultations se font en mode consultation interne, un peu comme Dr. Boileau, c'est-à-dire qu'idéalement, le patient se fait laisser le matin à la clinique, puis moi, je passe dans la journée. C'est un petit peu dur pour moi de savoir à quelle heure on va passer, là, vu que si vous n'êtes pas les premiers sur la liste, ça varie un petit peu. C'est pour ça que le drop-off est vraiment idéal, là. Et puis, là, je vais examiner les patients, je vous jase un petit peu 5 minutes. Et puis, avec tout ça, si les clients acceptent la procédure, mais là, je vais revenir une deuxième fois avec cette fois-ci mes 2 techs et mes valises, ma vanne de stock. Je vais envahir votre salle de dentisterie. Puis, on procède donc à la chirurgie là, dans vos locaux la plupart du temps. Le jour de la chirurgie, c'est assez clé en main, là, vu que j'ai mes 2 techs. On part, on endort le patient, on fait tout. On vous le remet quand il est réveillé, sternal et chaud. Et puis, encore une fois, je vous remets un rapport super détaillé avec des images, avec j'entoure. J'essaie de rendre ça le plus clair possible pour le client, pour qu'ils comprennent bien ce qui vient d'être fait et pourquoi il a dépensé tous les sous. Et puis ça y est pour la jour de la chirurgie. Si jamais il y a des réévaluations qui doivent être faites, la première évaluation est incluse là, dans mon service. Je peux repasser encore une fois un vendredi qui sont mes journées de consultation, mais venir évaluer le patient s'il y a besoin. Ça ressemble à ça. Ça fait un petit peu de paperasse, mais une fois qu'on a le BIT fait la première fois, ça va bien. Puis je pense que les gens aiment beaucoup ça, en tout cas pour avoir accompagné des spécialistes, mais une dentiste, vétérinaire en clinique, les gens ont tant plein de questions, c'est fou, là, c'est vraiment... Oui, puis j'allais-vous pas venir me voir pendant que je travaille, là, je suis habituée, il n'y a vraiment pas de problème, là, venez saigner, venez voir mes instruments, venez voir ce que je fais, posez-moi des questions, ça me fait super plaisir. Good. Alors, showtime? Showtime. Donc, les malformations dentaires, on va regarder ça aujourd'hui. C'est un petit peu pour le plaisir, là, c'est pas les choses que vous allez voir le plus fréquemment en clinique, mais puisqu'on aime tous la dentisterie, mais c'est quand même des anomalies que je trouve super belles. Je suis un petit peu déçue ce soir. Toutes les plus belles photos que j'ai d'anomalies dentaires, c'est toutes dans mes courriels, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est des photos que les vets m'ont envoyées. En général, je m'en sers pas, là, c'est pas à moi, mais j'en ai vraiment des belles que j'aurais été cool de vous montrer. On va y aller avec les livres. Par quoi on commence? Tiens, on va commencer par ça. Moi, ma légendaire capacité. C'est pas mal des habitués, là. C'est pas mal les abonnés. Mais si vous avez des questions, je pense que là, les gens commencent à savoir le chat et le Q&A en bas de l'écran. Ou si vous êtes vraiment là, extroverti, là, vous pouvez nous parler en personne et tout. Ouais. C'est pour les hardcore, là, mais ça arrive des fois. OK. Fait que l'anomalies, on va parler de dentaire, là, mais là, il y en a une qui est plutôt anatomique, là, qu'on peut rencontrer dans la bouche d'un chien, puis qu'est-ce qu'on fait avec? La première, ça arrive parfois. Vous voyez mon curseur aussi? Oui. Okay. Les petits poils sur la langue, la plupart du temps, c'est dans la ligne centrale. J'en ai eu un dernièrement, c'est quand même bien drôle. Ça n'a pas vraiment de conséquences. Puis, on peut les arracher, mais ça va repousser. Ça s'appelle des poils hétérotropiques. C'est tout le temps drôle pour moi de voir des poils dans la langue, mais ça se peut. Sinon, prochaine anomalie qui est quand même assez... celle-là n'est pas fréquente, mais les dents surnuméraires, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez beaucoup de chiens. Souvent, on dirait que les chiens de l'icocéphale ont tendance à avoir ça plus souvent, comme s'ils s'étaient dit, genre, j'ai de la place, je vais mettre des dents de plus. Fait que les dents les plus fréquentes qui sont surnuméraires, ça va être souvent la première prémolaire au maxillaire. Ensuite, je dirais les incisives, principalement maxillaires. Sinon, j'ai déjà vu des dernières molaires maxillaires, des dernières molaires mandibulaires. Puis, rarement, mais j'en ai vu surtout chez les chats, des canines surnuméraires. Ça, c'est weird, là. Ils ont vraiment comme une canine de plus, qui est un petit peu plus petite, là, mais qui est comme trop grande pour être une incisive. C'est bizarre, mais ça arrive. Fait que là, ici, c'est une PM4. En fait, j'avais une hypothèse selon quoi les carnassières ne pouvaient pas être surnuméraires, mais ça a l'air que c'est faux. Mais c'est vraiment pas les plus fréquentes, là, une carnassière. Mais bref, toutes les dents peuvent être surnuméraires. Si on en voit, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça dépend si les dents causent de l'encombrement et peuvent donc précipiter de la maladie parodontale ou pas, ou s'ils nuisent à l'occlusion. Dans ce cas-ci, je ne suis pas certaine que le patient peut fermer sa bouche confortablement. Et puis, il semble y avoir là, un moton en termes médicaux là, de débris, de je ne sais pas trop quoi là, qui s'accumulent
au centre de ça, parce que les dents sont vraiment un petit peu trop entassées. Fait que probablement qu'à ce moment-là, je l'extrairais. Si jamais c'est une prémolaire, encore une fois, là, sur un Doberman, puis qu'on a la place en masse, les deux, ben, on peut les laisser les deux, il n'y a pas de stress. Puis même chose, les incisives, des fois, toutes s'emboîtent, il y en a 7, puis c'est tout. Fait que dans ce cas-là, on peut les laisser. Fait que, il faut juste, encore une fois, savoir le bon nombre de dents, puis pour pouvoir juste identifier lesquelles sont surnuméraires. Puis encore là, on décide si on les enlève ou pas. L'autre anomalie qui serait à l'inverse, mais je dirais pire, en fait, c'est les dents absentes. Si elles sont absentes cliniquement, en fait, si on fait juste faire le compte sur un chien réveillé, puis on se dit, OK, ben, il nous manque une dent. En fait, il y a plusieurs diagnostics différentiels qui peuvent expliquer que la dent est absente. Elle peut être réellement manquante, ça veut dire qu'elle n'a jamais été là. Le bourgeon de la dent d'adulte ne s'est pas formé, puis elle n'existe pas. Dans ce cas-là, c'est ce qui est le plus simple, parce qu'il n'y a pas de traitement, elle n'est juste pas là, elle ne peut pas nous causer de problème. Ensuite, la dent pourrait être incluse, c'est-à-dire qu'elle existe, elle est simplement sous la gencive, elle n'a pas fait éruption. Puis, c'est dans ces cas-là qu'ils peuvent nous causer des problèmes, justement, parce que il y aurait environ 30 à 40 des dents incluses qui forment des kystes chez les patients adultes. Donc, les kystes dentigères, je pourrais aller switcher à mon autre PowerPoint. C'est sûr que je vais sauter d'un médium à l'autre. Voilà. Donc, c'est réellement manquante, on s'en fout. Si elle est incluse, donc 30 à 40 des dents vont former des kystes dentigères. Et puis, le problème avec les kystes, c'est que c'est complètement asymptomatique. Ça fait pas mal aux patients, ça va grossir tranquillement. Et par le temps que le client va vous dire qu'il y a un problème parce qu'il y a une bosse dans le visage de son animal, laissez-moi vous dire que le kyste va être rendu absolument énorme et rendu là, de l'enlever, ça devient un petit peu difficile. Donc, l'idéal, ça serait de remarquer ces dents-là quand l'animal est plutôt jeune, avant qu'il y ait la formation de kyste, puis on fait simplement l'extraire. Donc, si je peux vous montrer. Donc, ceci, c'était rendu assez avancé pour qu'il y ait une petite bosse, mais encore là, ce n'est pas le client qui l'avait vu, là, c'est une trouvaille pendant une dentisterie, mais on voit ici, oups, il manque une prémolaire. Chez un chien brachycéphale, en fait, ça se trouve être le classique. Les boxers, shih tzu, chihuahua et boston terrier, fait que, la plupart des brachycéphales, pour une raison qu'on ignore, vont faire plus de kystes dentigères que les autres qui ont des dents incluses. Donc, ici, c'était notre petit patient. Et puis, à la radio, ben, on a la petite coupable. Fait qu'on a notre prémolaire 1 ici qui était couché, qui était dans la mauvaise direction. Et puis, on a le kyste qui s'étend jusqu'ici, jusqu'à nos incisives, même qui prend presque toutes nos incisives. Elle englobe toute notre canine, puis digitalement, elle s'en va jusqu'à la 3e prémolaire, ici. Donc, moi, il va falloir que j'aille enlever la petite membrane qui tapisse tout l'intérieur du kyste et puis enlever les dents qui sont impliquées parce qu'évidemment, leur vascularisation et leur innervation est compromise. Il n'y a pas moyen de garder ces dents-là vivantes, en plus du fait que du point de vue parodontal, là, ils n'ont plus du tout d'attache. Et en faisant ça, ben, je vais essayer de ne pas casser la mâchoire. Donc, évidemment, nos petits patients sont à risque de fractures pathologiques et ça rend aussi les extractions difficiles. Donc, plus qu'on remarque ça tôt, plus qu'on peut intervenir puis simplement enlever une dent incluse. C'est beaucoup plus facile que d'aller enlever un kyste. J'ai une question, Nounoun. Moi, Ouais. je suis à 47 ans, c'est la beauté, on s'assume. C'est-tu héréditaire, ça? Tu sais, si un éleveur, non? Non. C'est random? Ouais. Je ne sais pas s'il y a une histoire de conformation, là, vu que c'est beaucoup les braquis qui vont les faire, là, mais on n'a pas été capable de montrer. C'est pas du tout décrit dans la littérature qu'il y aurait un lien familial, quoi que ce soit. OK. Fait que ça, c'est vraiment là, intra. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma gencive. Là, c'est pas moi qui ai enlevé tout cet os-là. C'est vraiment le trou que ça fait. Puis, nos prémolaires 1 mandibulaires sont nos grandes championnes des dents à former le plus de kystes. Mais c'est possible au maxillaire, c'est possible codalement si c'est les hammers qui manquent. Et puis, c'est possible aussi autour des canines qui sont incluses. Fait que
Les prémolaires mandibulaires 1 sont beaucoup plus souvent incluses que les autres dents. Par contre, quand les canines sont incluses, c'est entre autres les petits chihuahuas qui font ça, là. Les petits chihuahuas qu'on a dans notre poche, là, les petites affaires de 1,5 kg. En fait, dans l'article, il y avait 6 dents sur 8 qui avaient fait un kyste qui était incluse. Fait que nos petits prémolaires en font souvent, ou en font, disons, 35 du temps, une fois sur 3. Mais si une canine est incluse, ce qui est beaucoup plus rare, mais quand on voit ça, c'est vraiment important de prendre notre radio, s'assurer que la dent, voir si elle est absente ou incluse, parce qu'on a 75 de chance de faire un kyste sur une canine incluse. Et puis encore là, vu que je viens de dire que c'est nos petits chihuahuas d'1,5 kg, là, ben, vous pouvez vous imaginer que ça ne prend pas grand kyste avant qu'il n'y ait plus de mâchoire. Donc, c'est pour ça qu'on prend toujours nos radios quand on a une dent absente. Si je remonte à mon différentiel, n'importe quelle autre dent absente pourrait être aussi fracturée avec une racine retenue qu'il faudrait à ce moment-là penser à extraire. Elle peut être simplement tombée toute seule. Dans quel cas, c'est pas tout à fait la même chose qu'être réellement manquante, parce que ça implique qu'elle a eu une pathologie dans le passé, mais bref, elle est en dehors du chien maintenant, c'est plus un problème. Ou chez les jeunes patients, là, ça peut cacher une masse, mais on en a déjà un petit peu parlé. Fait que nos dents incluses, on s'assure de les retirer. Ça nous fait des beaux gros kystes. Encore une fois, petit prémolaire 1, caché sous la gencive, couché frontal, puis elle nous a fait une belle surprise. Puis encore une fois, là, la hauteur de la mandibule est pas super le fun à aller travailler. Puis là, je vais vous faire peur, vu qu'on parle des anomalies dentaires. C'est rapporté qu'il y a des dents surnuméraires qui étaient incluses et qui ont fait des kystes. Fait que le compte dentaire était bon chez le patient. Mais en prenant les radios, tu te rends compte qu'il y a une dent surnuméraire et qu'elle est incluse. Donc, tu ne pouvais pas du tout te douter là, qu'il y avait quelque chose sur ce patient-là qui n'allait pas. Mais il y avait un kyste. Fait que tout est possible. Mais en général, on va juste se concentrer sur s'assurer que le patient a le bon compte dentaire. J'allais justement le dire. Oui, les chats peuvent avoir ça. C'est plus rare, mais c'est possible. Puis même le premier que j'ai vu, en fait, c'était évidemment le chat d'un résident, parce que, tu sais, chat de bête, c'est sûr qu'il y a des problèmes, là. Puis moi, c'était Caroline Boucault, ma co-résidente à ce moment-là. Puis les deux, on étaient comme « Ah, on n'a jamais vu ça chez un chat, le résident est comme moi, je sais. » On était tout excités, mais oui, ça se peut chez les chats. Puis dans les articles qui en parlent, là, c'est rapporté aussi. C'est moins commun, mais c'est tout à fait possible. Fait que si nous manque une dent, c'est une bonne idée juste de suggérer fortement là, des radios à notre client pour aller vérifier. Si c'est un jeune patient, on en profite. Si on est pour le stériliser, mais c'est facile de juste aller faire une radio en même temps puis d'adresser la situation. Puis s'il est jeune, on en profite. Il n'y aura probablement déjà pas de kyste si le patient est 6-7 mois. Là. Donc, on en profite pour enlever les dents incluses. L'autre question que je reçois toujours, c'est à quelle vitesse les kystes vont se former. Puis ça, on ne le sait pas. Donc, les deux que je vous ai montrés, là, les patients, il y en a une qui avait quelque chose comme 4 ans, puis l'autre était beaucoup plus âgée. Donc, je ne sais pas là, si à 1 an, elle avait déjà son kyste, puis elle a pris 4 ans à pousser, ou si à 3 ans, elle n'avait pas de kyste, puis ça a pris 1 an avant de faire ça. Là. Personne n'a cette info-là. Dans la littérature, là, ce serait compliqué de suivre les patients, puis de suivre des dents incluses à chaque année pour voir à quel moment ils forment des kystes. Là. Il n'y en a pas assez pour qu'on ait cette info. Fait que, en général, dents incluses sur un jeune patient, on l'enlève, puis comme ça, on dort sur nos 2 oreilles. Je vais fermer une de mes fenêtres là, parce que changer de truc, c'est difficile pour moi. OK, on peut retourner dans Wigs. Bon, dans surnuméraire, dents incluses. Fait que, quand même assez fréquent dans les deux cas. Bon, cette image-là, c'est le dens invaginatus ou le dens indenté. Ça, c'est super intéressant comme pathologie parce que ça vient d'être complètement viré à l'envers et redéfini. Fait que c'est le bon moment d'en jaser. Puis, en fait, je vais en profiter pour changer. Encore une fois, je m'excuse si je vous étourdis. OK. Donc, il y a quelques années, il y a un résident qui s'est dit, mais il me semble que quand je lis la définition du dens indenté chez les humains, c'est pas du tout ce qu'on voit chez les chiens.
Et puis, en fait, je m'étais dit exactement la même chose en première année quand je m'étais mis à lire des livres de patho humaines. J'étais comme, que le densité, c'est pas tout à fait ça qu'on voit. Alors, récemment, ça a été redéfini. C'est-à-dire que quand on pense au dens indente ou au dens invaginatus, on va penser à ça ici. En général, c'est chez des petits patients. C'est souvent les petits Yorkies, des choses comme ça, le petit bichon. Et puis, c'est presque toujours la M1 qui va être impliquée. Donc, on va avoir une racine, des dents avec des racines bien droites. Ils vont soit, en fait, être, à place d'être divergentes, là, elles vont se toucher ou être bien droites, comme les deux images ici. Et au niveau de la couronne, on peut voir parfois des petites bosses, des petites irrégularités, une cuspide de plus, une genre de forme un petit peu étrange, sans être nécessairement complètement n'importe quoi, là, mais elle va être un petit peu différente que d'habitude. Et puis, c'est pas rare quand on prend nos radios là, de constater qu'il y a des lésions périapicales autour de ces dents. Si on prend une radio aussi, on peut remarquer qu'il y a des opacités différentes à l'intérieur de la cavité pulpaire. Là, on remarque là, que ça n'a pas tout à fait la forme que ça devrait avoir. C'est ça au départ qui avait été nommé dens invaginatus. Par contre, excusez, je change encore. Si on va... En humaine, en fait, le dens invaginatus ou le dens indente, c'est réellement, en fait, c'est 2 degrés de la même maladie. Le dens invaginatus va simplement avoir une invagination de la dentine et de l'émail. Et puis le dens indente, ça va être réellement une petite dent qui va s'être formée à l'intérieur de la cavité pulpaire d'une autre dent. Fait que l'invagination va avoir comme terminé de se refermer. Puis là, on a une dent dans une dent. Ça, c'est super cool. Ou en tout cas, la dentistry nerd, elle trouve ça intéressant. Fait qu'on va avoir une petite dent dans une dent. Fait que ça ressemble une petite affaire à l'opacité qu'on voyait là, chez nos chiens. Fait ici aussi, on a une dent dans une dent. On a vraiment là, les mêmes couches, là, la cavité pulpaire, la dentine puis les mains. Une dent dans une dent. Par contre, il s'avère que histologiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va retourner à nos chiens. Il ne s'agirait pas d'une réelle invagination de l'émail, ça serait plus comme un défaut de formation de l'émail et la dentine. Peu importe, la conséquence de ça, c'est qu'en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des trous dans l'émail et la dentine et puis que la pulpe se retrouve très, 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 très fréquemment exposée à la cavité orale. En fait, les bactéries peuvent pénétrer parce que ce n'est pas étanche, cette histoire-là. Je vais juste voir s'il y a des photos cliniques. Oui. Fait qu'ici, on voit la couronne, oups, elle est comme un petit peu pliée sur elle-même, puis on voit une espèce de petite craque qu'on ne devrait pas voir d'habitude. Ici, une espèce de bosse qu'on ne voit pas d'habitude. Ça, c'est un micro-CT, c'est magnifique. Donc, on voit ici toutes les espèces d'anomalies, mais en fait, ce qui arrive, c'est que souvent au niveau du collet, de la dent, de la dentition amélo-sémentaire, ou au niveau de ces petites invaginations-là, ben, la pulpe est en réalité exposée de façon microscopique, mais exposée tout de même, ce qui fait que ces dents-là vont pratiquement toujours nous poser des problèmes. Donc, ils ont suggéré dans l'article de donner un nouveau nom à cette pathologie-là parce que ça ne représente pas du tout un dens indente histologiquement, parce que ce n'est pas une invagination avec toutes les couches. Ça semble être juste une anomalie un petit peu étrange de la dent. Mais ils n'ont pas suggéré de nouveaux noms. Fait que là, si vous voyez ça dans vos dossiers, dans votre patient, vous êtes quand même pogné pour écrire dans votre dossier dens invaginatus ou dens indente, mais en sachant que ce n'est pas ça, mais on a comme rien de mieux pour le moment. Ça serait vraiment une condition autre. Mais si vous voyez ça, en fait, vous devriez procéder à l'extraction de la dent parce qu'il faut juste savoir que ces dents-là vont toujours 99% causer des problèmes. Donc, encore une fois, s'il s'agit d'un tout petit chien et que vous n'avez pas envie de toucher à ça avec une perche, ben, je suis disponible pour enlever la grosse molaire ou vous pouvez tout à fait le faire vous-même, là, mais on va recommander l'extraction. Ça, c'est les nouveautés là, sur le dens invaginatus. Je sais que vous n'avez pas dormi cette nuit en ayant tellement hâte là, de savoir ça, mais voilà, c'est fait. Fixe.
Donc, même chose ici, on a deux racines plutôt droites, une espèce d'opacité bizarre dans notre patient, puis ça se peut que cliniquement, là, on voit des petites bosses sur les mailles, puis on a évidemment une lésion périapicale assez spectaculaire. Fait qu'on fait tout simplement enlever cette dent-là. Et puis, l'animal va ne s'en porter que mieux. D'autres anomalies ici. Ici, il parle de root hypoplasia, mais il y a aussi des anomalies de la dentine qui peuvent faire des petites racines courtes comme ça ici. En général, ça va être généralisé chez un patient. Ça, c'est super, super rare. Si jamais vous voyez ça, envoyez-moi la radio, je vais être full contente. Ça nous cause des dents qui ne sont pas super stables. Vous pouvez vous imaginer, il n'y a pas une grande profondeur de racines. Puis, souvent, les couronnes sont anormales aussi parce que c'est de la dysplasie dentinaire. Vous allez avoir des dents toutes molles puis, qui font facilement faire des caries ou de la résorption, des choses comme ça. Fait que, il va falloir enlever les dents qui sont anormales. Mais si vous voyez ça une fois dans votre carrière, ça va déjà. Donc, autre chose sur laquelle je trouve qu'il y a un petit peu de confusion, disons, dans la littérature, c'est les défauts d'émail ou hypoplasie de l'émail, etc. Je pense que je vais préférer le terme à l'avenir. Ça va être c'est amelogenesis imperfecta. Fait que c'est, dans le fond, ça va inclure tous les défauts de formation de l'émail. Parce que, encore une fois, si on retourne dans notre super livre de radio humaine, qui, je trouve, décrit 100 fois mieux la patho que tous mes livres de vet. Ils vont nous décrire... En fait, il y a... Amelogenesis imperfecta, dans le fond, va englober tous les défauts possibles de l'émail. Donc, en gros, il y a deux types. On peut soit avoir un défaut d'émail focal qui va être causé par un trauma à une dent en particulier. Donc, par exemple, il y a eu des extractions faites sur les dents de lait, le bourgeon a été dérangé, puis là, vous avez une dent qui a une anomalie là, dans son émail, fait qu'un petit trou, une petite irrégularité, peu importe. Fait que ça, ce n'est pas un amélogenesis imperfecta. Ce n'est pas un défaut de production de l'émail à la grandeur du patient, ça va être vraiment juste focal. Il y a aussi... il peut y avoir des fièvres ou s'il y a des problèmes là, pendant la croissance du chiot qui vont causer des problèmes au niveau de l'émail. Mais les amélogenesis imperfecta, en général, vont être causés par des mutations génétiques. Puis, il y a en réalité 3 types de défauts d'émail. C'est pour ça que j'aime pas ça quand on dit hypoplasie de l'émail, parce que c'est pas nécessairement vrai. C'est comme un diagnostic histologique, puis c'est pas ça. Fait qu'on devrait dire, à la limite, amélogenesis imperfecta, au moins, ça inclut les 3 types. Donc, on peut avoir une hypoplasie de l'émail qui fait qu'en réalité, quand nos améloblastes vont déposer notre collagène, puis vraiment calcifier notre émail, déposer l'hydroxyapatite avant que nos dents fassent éruption, bien, ils n'en ont pas mis autant qu'ils auraient dû. Et puis, parfois, elle va aussi être un petit peu irrégulière, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui vont être plus épaisses, des endroits qui vont être plus minces. Donc, ça serait l'hypoplasie. Donc, ici, on voit encore une fois sur une radio du même, là, il y a comme l'air de ne pas avoir d'émail du tout, nulle part. Là. Il nous manque la couche blanche, là, très radio-opaque. On peut avoir une hypomaturation de l'émail, ce qui est, en fait, c'est pendant la minéralisation, là, il y a des étapes qui ne se sont pas faites comme il faut, donc on va avoir un élément qui se casse facilement. Et puis l'hypocalcification, qui va être aussi un émail qui va être minéralisé de façon anormale. Donc, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour savoir c'est lequel des 3? En fait, on s'en fout parce que cliniquement, c'est pas important d'aller faire de l'histo nécessairement sur nos dents. Puis cliniquement, ils vont tous se présenter de la même façon, puis les conséquences sont les mêmes dans les 3 cas et le traitement est le même. Donc, c'est pas vraiment important de l'identifier correctement. C'est juste que j'aime ça au moins le nommer correctement, fait que ça me graphine un petit peu quand on dit hypoplasie de l'émail, puis c'est pas de sens. Mais dans tous les cas, on a de l'émail qui se brise facilement, c'est-à-dire que si le patient est assez âgé, bien, il va se l'être enlevé complètement tout ça. Mais nous, avec un instrument, là, si on passe une curette, l'émail tombe en flocons. On va souvent avoir le typique, comme on a vu dans la photo. Je vais vous en montrer un autre. Les dents deviennent brunes. En fait, les dents deviennent brunes. En fait, c'est la dentine qui est exposée à la bouche.
soit parce qu'il n'y a pas d'émail du tout, parce que l'émail est tellement mince. Puis là, on sait que la dentine, c'est super poreux, fait que ça va attraper tous les pigments dans la nourriture de nos patients. Donc, les dents vont avoir l'air brunes. Ce n'est pas nécessairement pathologique, c'est juste qu'elles ont attrapé, qu'elles ont pris tous les pigments qui étaient disponibles. Fait qu'on va avoir de l'émail qui se casse, des dents qui sont brunes, on va avoir des dents qui vont s'user plus rapidement. Fait évidemment, si on n'a pas d'émail, qu'on a un chien qui gruge un tant soit peu, ben, l'abrasion qui va se faire, pardon, va être très, très, très rapide. Et puis, c'est aussi très sujet aux caries, ces dents-là. Fait que les caries, c'est quelque chose de super rare chez nos animaux de compagnie. Ben, super rare. Mais sur des dents comme ça, là, ils sont très, très, très sujets aux caries parce qu'évidemment, si jamais une carie commence là-dedans, mais c'est party, là, la barrière d'émail n'est pas là. Fait qu'ils s'en vont direct dans la dentine, ils peuvent se buffer à volonté, puis ça se ramasse dans la peau. Donc, il y a une couple de races chez lesquelles ça a été identifié, ça, que c'est génétique. Fait que dans ce cas-ci, ça peut l'être. Fait qu'on a nos samoyèdes puis nos huskies. Mais bref, à la limite, même si vous ne savez pas que c'est génétique, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là. Comme je vous ai dit, il n'y a plus d'émail nulle part. C'est dangereux pour lui d'avoir des caries, puis c'est dangereux pour lui d'user ses dents de façon ridiculement rapide. C'est aussi potentiellement sensible, parce qu'on pense, nous, quand on mange du chaud ou du froid, nos dents peuvent être sensibles. Et si en plus, on n'avait pas d'émail, on se rappelle, là, nos odontoblastes, ils vivent avec leurs petits doigts, leurs petites mains dans les tubule dentinaires. Ils touchent l'extérieur. Donc, s'ils n'ont pas la couche de dentine pour les protéger, mais ils vont être très, très, très sujets là, à sentir tout ce qui se passe à l'extérieur. Fait que pas juste chaud-froid, mais aussi les changements dans l'osmolarité autour d'eux. Fait que nos animaux ne mangent pas énormément de sucré, là, mais changement là, dans la composition de la nourriture, on sent tout ça. Donc, c'est sûr que sur un patient qui en a à grandeur de la bouche, c'est quand même une grosse job. Ça veut dire qu'on va recommander au minimum de faire des scellants sur toutes les dents pour aller justement enlever la sensibilité, puis faire au moins une barrière pour les bactéries. Par contre, au niveau de l'usure, ça ne va pas protéger grand-chose. C'est sûr qu'il faut juste faire une gestion de l'environnement pour pas que ça soit un chien qui gruge beaucoup parce qu'il va passer au travers de ses dents. Si jamais c'est un chien de travail ou c'est un chien qu'on veut préserver les dents à tout prix, ben, on pourrait aller mettre des couronnes métalliques là, sur les carnassières et les quatre canines. Si jamais, ben, à la radio, on a des signes là, de lésion périapicale quelque part, ben, ça va être des dents qu'on va devoir enlever. Je ne sais pas si j'ai d'autres photos. Fait que défaut d'émail, peu importe si c'est l'hypoplasie, l'hypominéralisation, que ce soit focale ou généralisée, les conséquences sont les mêmes partout. Sensibilité peuvent s'user facilement et peuvent avoir des caries facilement, fait qu'on va vouloir les protéger. Ça va aussi aviser le client que même si on met des scellants, moi, la surface de mes scellants, elle ne sera jamais aussi parfaite que de l'émail, là, tu sais, que c'est lisse comme un miroir. Donc, ça va toujours être des dents qui vont accumuler du tartre. Fait que ça va être important pour les gens de brosser, puis ça va être peut-être un petit peu pas satisfaisant puisque les dents vont toujours avoir l'air jaune et brune. Mais c'est ça. Puis ça va demander des détartrages un petit peu plus fréquents. Je pense que dans le Wigs, on avait peut-être d'autres photos. Ça me donne, c'est ça, des dents qui ont l'air brunes, tachées, un petit peu irrégulières. Voilà. Question à date? Pas de questions, c'est super clair. J'en ai pas, mais allez-y. J'ai une question difficile que tu n'aimeras pas. Ah. Ben, je sais pas, là, je lance ça. T'as toujours une réponse, mais. Ben, c'est ça. Je les aime pas quand je sais pas la réponse. Dis-moi quelque chose que je sais. Mais non, mais l'alimentation, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une considération à prendre, tu sais, dans le type d'alimentation que tu vas donner, tu vas recommander? Y a-tu quelque chose? À part de retirer les jouets à croquer, là, il y a zéro étude ou recommandation qui ont été faites à ce sujet-là. Donc, je ne saurais pas quoi dire. OK. On a une question ici. Est-ce que les chats aussi peuvent en souffrir? Bonne question. Oui. Je ne sais pas si c'est génétique. Je ne sais pas si ça a été aussi bien étudié que chez le chien, mais j'ai définitivement vu des rex qui avaient ça.
c'est souvent les rex, donc il semble avoir quelque chose qui se passe là. Mais oui, des grosses canines brunes. Ah, les sphinx. Les sphinx, les chiens chinois à crête, là, ça a non seulement des défauts d'émail, mais aussi des anomalies dentaires, des dents absentes, des dents mal formées. Là, je pense que le gène qui fait qu'ils n'ont pas de poils, c'est dans l'ectoderme. Là, c'est aussi la partie qui est responsable des dents. Là, ça fait plein d'anomalies. Fait que, oui, les sphinx. Puis j'ai déjà vu ça chez les rex aussi. Fait que oui, même Docteur, conséquence. Hein. Docteur c'était Silverside hein, qui donnait le cours d'embryologie. Le beigne, il serait fier de nous, là. Fait que je ne sais pas si ça a été démontré. J'ai pas eu de chien chinois à crête encore. Eux autres, ils ont des radios de bouche complètes, là, absolument spectaculaires. Là. Il y en a sur le plateau. Quand je vais porter les enfants à l'école, donc les cliniques vétérinaires sur le plateau Mont-Royal à Montréal, il y en a quelques-uns, puis qui ont tellement des boîtes fit en plus, là. Oui, sûrement. Griffé, peut-être. Oui, oui. Mais Mais ouais. il y a quelques familles qui en ont. Mais ouais, leurs dents, c'est quasiment toujours l'hécatombe. Ils ont des dents décidues retenues, ils ont plein pas juste une ou deux dents absentes. Là, il en manque genre la moitié. Puis ce qu'il y a là n'a pas de forme. Puis ce qui a une forme n'a pas d'émail. Puis en tout cas, c'est comme. Il n'y avait pas les chiens d'eau portugais aussi? Non? Pas que je sache. Il y a les Nova Scotia Dog Trolling Retriever qui ont des formes palatines. C'est syndromique, là. Ça vient avec des coussinets palmés. Il y a une couple d'affaires comme ça qu'on commence à vraiment identifier les gènes puis pouvoir comme classifier les anomalies, mais il y a encore bien du travail à faire là-dessus. Bien des affaires qu'on ne sait pas. On pense que c'est génétique, mais on ne sait pas tout à fait. Là. J'ai eu une éleveuse la semaine passée là, qui avait justement des mâchoires trop courtes dans son élevage, puis là, c'est quoi le gène? C'est quoi c'est quoi le. Puis je suis comme, le fait d'être brachydnate n'a pas encore été vraiment caractérisé. Là. Fait que, en gros, j'ai dit, reproduis pas ces deux-là, mais à part ça, je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas d'autres commentaires ni questions. Donc, anomalie dentaire, ben, celle-là, vous la connaissez bien, là, les dents décidues retenues. Fait qu'encore plus si c'est un chien chinois à crête, là, mais bref, sur tous les patients, on va en général recommander l'extraction le plus tôt possible parce que, en fait, la dent décidue va empêcher la dent d'adulte d'occuper son emplacement final. Donc, souvent, sur ce cas-ci, on va voir la canine d'adulte. Le danger, c'est qu'elle soit poussée médialement, qu'elle ferme le diastème ici. Puis là, notre canine mandibulaire ne puisse pas prendre sa place dans le diastème parce qu'il va être plus petit qu'à l'habitude. Donc, là, souvent, les gens vont dire « Ah, ça peut-tu attendre la stérilisation? Ça peut-tu attendre un mois ou deux? » Blablabla. Mais sûrement que des fois, on s'en sauve, puis c'est correct pareil, mais probablement qu'il y a une couple de patients qu'on aurait pu éviter de malocclusion si on avait été intervenu le plus tôt possible. Fait que si on a des clients motivés, vraiment, la seconde qu'on voit les deux dents comme ça en position, là, en fait, la canine de lait serait déjà supposée être plus là. Fait elle est déjà en retard sur son horaire, mais il faut qu'elle parte. Ah oui, ça c'est cool. Donc, des fois, on a des dents incluses, mais on prend une radio, puis on se rend compte qu'elles sont comme là. Ils ont envie de faire éruption, ils font même une bosse. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais cette gencive-là, ici, elle va être très, très, très rigide, très épaisse. Puis même, on peut voir sur la radio, là, il y a même un petit peu d'os qui est embarqué par-dessus la dent. Donc, ça va nécessiter une operculectomie. Donc, un opercule, c'est un petit trou. Donc, une operculectomie, ça va être de faire un trou. Fait qu'on va vouloir aller forcer, dans le fond, la dent à faire éruption. Fait qu'on va aller tout simplement y enlever son chapeau. Donc, la différence avec une dent incluse, quand je pense à mes petites prémolaires de tantôt, là, mes petites prémolaires vont souvent être couchées ou vont être dans une position là, qui fait qu'ils n'ont aucune chance de faire éruption. Cette dent-ci, mais est quand même pas mal proche de sa position finale. Elle n'est pas tournée. Là. Il n'y a aucune raison pour laquelle elle ne pourrait pas faire éruption. Donc, si on attrape le patient assez tôt et puis que les apex ne sont pas fermés, d'aller faire l'operculectomie peut faire en sorte que la dent va tout simplement prendre sa place puis entrer en occlusion là, tout à fait normalement pour le reste de la vie du patient. Donc, le mot pour aller faire de la place pour cette dent-là, c'est une operculectomie.
Moi, j'en ai eu 4 opercules. J'en ai eu une, moi. Je me sens dans un mood, là, je partage ce soir, là. Je me sens inutile. J'en ai eu 4, moi, puis je peux vous dire qu'avant de le faire, ça fait vraiment mal. T'as vraiment hâte que le dentiste la fasse. Moi, tu vois, c'était pas ado, là, j'étais adulte, j'avais simplement une dent qui était à moitié sortie, c'est-à-dire les deux cuspides médiales de ma molaire étaient comme en occlusion, puis sinon j'avais de la gencive qui embarquait par-dessus. Fait que, elle m'a envoyé chez le chirurgien là, faire une operculectomie. Fait il a découvert là, complètement le reste de la dent. Puis il m'a dit tu vas faire des caries, puis c'est impossible pour toi de brosser la dent, mais tu sais, elle est à moitié couverte de gencive. Fait il avait peur que les bactéries se cachent. Ça a été un succès. Là. Il m'avait dit que ça pouvait repousser, mais ça n'a pas repoussé, là, fait qu'elle est encore en occlusion. Est-ce que ça peut repousser chez les animaux ou c'est trop bien dégagé une fois? En fait, dans mon cas à moi, il m'a dit que ça pouvait repousser parce que ma dent n'avait pas fait éruption complètement, fait qu'elle était comme plus basse que les autres. Il disait sans reniveler complètement là, ta hauteur osseuse, là, ton os est un petit peu plus haut, ça se peut que ça rembarque par-dessus, mais si ton niveau osseux est adéquat et ta jonction amélo-sédimentaire, il n'y a pas de raison que ça repousse. Tu as l'affaire de biological width, 2 mm à respecter. Là. Moi, je comprends ce qu'il me disait. Là. Pour un chien comme ça, il n'y aurait pas de problème. Il faudrait juste aller enlever l'os et la gencive. Puis, si jamais c'est vous qui le faites, là, puis que vous coupez la gencive, c'est comme quand on fait une gingivectomie, c'est-à-dire qu'on va vouloir garder le contour graduel ou en feston de la gencive autour de la dent. Donc, on ne veut pas une marche d'escalier parce que quand l'animal mange, les trous de danger qui impactent la nourriture dans son sulcus, donc on va tout simplement couper, soit avec une lame ou avec la fraise sous le bord de diamant. Là, des fois, ça peut faire une belle job. Là. On veut s'assurer qu'il y a un beau collet de gencive là, qui vient nous faire un petit col roulé juste autour de la dent. On ne veut pas de marche d'escalier. Donc, ça peut avoir cette apparence-là, là, les canines incluses de Chihuahua. Là. C'est juste qu'en plus, il nous faut un kyste. On a comme une bosse, puis il manque la canine. Là, ça fait comme... Bon, les kystes dentigères, un autre ici. Encore une fois, on avait notre dent couchée qui n'avait aucune chance de sortir. J'ai décidé de faire un kyste. Celui-là, il n'est pas si gros, c'est pas si pire. Évidemment, on vient de sacrifier notre cyste. Il y a plein de résorptions, puis là, on a perdu des dents, mais en plus de regarder un boule mastif, un petit brachycéphale. Bon, les anomalies des mâchoires, là, c'est super rare. Vous me les enverrez si on voit ça. Ça, c'est les tumeurs des jeunes patients. Ah oui, ectodermal dysplasia. Ça pourrait quasiment être une dent, une bouche là, de chien chinois à crête. Là. C'est-à-dire, il y a des dents coniques là, où il devrait avoir plus qu'une cuspide. Il y a des dents décidues retenues. Ça a l'air d'être une dent décidue. Ça, c'est une dent décidue. Ça ne fait pas de sens. Ça pourrait très bien être un chien chinois à crête. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai d'autres. S'il y a des questions, des commentaires, si vous avez aussi une operculée. Vous les partagez. J'ai des tories aussi, ça, c'est une autre anomalie de mâchoire que j'ai. C'est quoi? Des tories. Fait que c'est un torus des tories. Dans le fond, c'est une excroissance osseuse qui peut être soit au palais ou soit au mandibule. Donc, moi, mon palais, c'est pas un dôme. Moi, c'est comme un M de McDonald's là, avec les grandes vaches. Puis, en fait, je savais pas du tout que c'était anormal jusqu'à ce que, tu sais, dans le fond, quand j'étais enfant et adolescente, j'avais le même dentiste depuis toujours. Puis qu'en tant que jeune adulte, j'ai changé de dentiste à ma main. Puis il dit « Ah, t'as des tories, c'est super rare. » Puis je suis comme « De quoi tu parles? » Il est comme « Non, mais genre, c'est pas habituel, tu sais, que les gens aient ça dans la bouche. » J'avais aucune idée, de genre 18 ans. Puis j'en ai au mandibule aussi, là, fait que j'ai comme 2 excroissances. Ça fait que ça se rejoint pas sous ma langue, mais presque, là, ça fait comme un plateau. Là. Puis c'est assez rare dans la population, mais l'autre fois au forum de dentisterie, quelqu'un qui s'est mis à parler des tories, puis ils ont demandé de lever la main ceux qui en ont, puis il y avait comme la moitié des gens dans la salle qui en avaient. Je sais pas si les dentistes, on est comme attirés par la dentisterie parce qu'on a des anomalies dans notre bouche, là, mais il y avait vraiment plein de gens. Prendre des radios dentaires sur moi, c'est absolument l'enfer et ça fait super mal. Ils ne sont pas capables de positionner les radios comme du monde parce qu'il y a comme une grosse bosse dans leur chemin. Puis c'est recouvert d'une fine gencive. Là, fait que, si tu pokes un coin de radio, c'est vraiment pas confortable. Fait que, bref, plein de plaisir pour moi quand j'ai mes radios dentaires aux 2 ans. C'est pas le fun du tout.
Bon, on a une question. Y a-tu des tories dans la salle? Je suis seule. Une question. Ah oui, ben s'il y en a qui ont des tories ou des taurus, Un taurus, des un tories. taurus, des Moi, j'en ai taurus. 3. J'ai des tories. Manifestez-vous, on va partir un petit club. Ah, D'ailleurs, Kevin Ing, qui a fait l'article sur le dance invaginatus de tantôt, a aussi des tories. mon Dieu, la psychoanalyse à faire là-dessus. Bon, sérieux, allez-vous parler des crocs inférieurs qui entrent dans le palais quand les mandibules sont plus courtes? Euh, Ça faisait pas partie de mon speech d'aujourd'hui, mais je peux en parler. Je vais finir mes petites anomalies d'anatomie. Après ça, oui, j'ai des dessins de malocclusion. Parfait. Donc, toute dent qui n'a pas la forme qu'elle devrait avoir, soit au niveau de la couronne ou au niveau de la racine, ça s'appelle une dilacération. Donc, c'est vraiment un diagnostic qu'on peut écrire dans notre charte dentaire ou dans notre dossier. Donc, soit une courbe très prononcée dans une dent ou une couronne qui ne fait pas de sens, qui a l'air d'un petit pain, ou dans ce cas-ci, là, tant qu'à moi, c'est pas tout à fait une racine surnuméraire, là, parce que l'espace est occupé, ça devrait être toute une racine, ça, non? Ça, pour moi, c'est une dent dilacérée, c'est-à-dire une forme qui n'est pas normale du tout. Des fois, on a carrément là, des dents, encore une fois, dans mes vêtements, j'en ai des belles radios de ça, mais j'en ai pas à vous présenter. Des fois, j'ai des dents qui ressemblent à un petit pain. Là. Fait que vous prenez la radio, la dent est absente, puis là, vous voyez comme un petit pain, puis avec la couche d'émail, puis c'est ça qu'il y a en dessous de la gencive. En fait, la conséquence est la même que pour n'importe quelle dent incluse, c'est-à-dire le risque, c'est que ça fasse un kyste. Fait qu'on va recommander d'aller les enlever. Ça peut être du sport d'enlever ça parce que ça n'a pas de forme. Des fois, ça a comme des petites projections, comme si ça avait essayé de faire des racines. Fait que là, c'est pris dans l'os parce que là, ça a comme plein de petits spikes. Puis ça prend quand même un gros trou dans l'os pour être capable de le sortir. Fait qu'en général, je recommande que ce soit moi qui les fasse, mais si vous voulez vous essayer, lâchez-vous lousse. Bref, les dents dilacérées, c'est pas une bonne nouvelle. Dans ce cas-ci, sur un patient comme ça, ben, tu sais, j'ai pas de lésion préapicale, j'ai pas de raison nécessairement de penser que ça cause problème, parce que notre dent est quand même majoritairement bien formée. Je la laisserais en place. Par contre, si je devais aller extraire cette dent-là, il faudrait que je réfléchisse à comment je vais m'y prendre, là, mais bref, c'est pour ça, évidemment, qu'on prend toujours des radios pré-op, là, parce que si jamais on a des surprises, ben, cette dent-là, c'est clair qu'elle ne va pas s'extraire comme d'habitude. Donc, ici, dents surnuméraires, on a 7 incisives à la place de 6. On a probablement celle-là qui serait de trop. Ça a l'air d'être une 1. D'après la taille, là, on essaie de juger c'est la taille, la position, laquelle est. Mes 3 sont beaucoup plus grosses, ils ont l'air symétriques. Mes 2 sont un petit peu plus grosses que mes 1. D'après ça, c'est une 1 surnuméraire. Fait que je noterais 102 SN dans mon dossier. Puis, sinon, des racines surnuméraires, tout à fait possible. C'est même pas rare, là. On voit ça souvent. Donc, ici, on a un exemple sur la 10. C'est pas rare sur les 7, autant au maxillaire, là, autant sur les chiens que sur les chats. Une petite racine surprise, là, ça nous arrive pas de temps en temps. Encore une fois, si on n'a pas besoin d'extraire là-dedans, là, c'est sans conséquence. Mais si jamais on veut aller l'extraire, ben, il va falloir évidemment sectionner complètement différemment pour aller enlever la dent complète. Bon, ça, c'est super cute. Ça s'appelle une gémination. C'est quand une dent a voulu se séparer pour former une dent surnuméraire, mais n'a pas réussi le processus au complet. Fait que c'est comme rester 2 dents collées. Mais à la radio, on l'a, là. En fait, ça se trouve à être encore une seule entité, c'est une seule dent. Mais il y a 2 couronnes, c'est une gémination. C'est un petit peu différent d'une fusion, où à ce moment-là, c'est 2 bourgeons qui ont décidé de se fusionner et de devenir une seule dent. Donc, si on voit quelque chose comme ça, 2 dents collées en petit pain dans une arcade, comment on fait pour différencier si c'est une gémination ou une fusion, d'après ce que je viens de dire? C'est quelqu'un qui sait? Il n'y a pas encore de commentaires. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est plus difficile, là, ta question. Mm-hmm. Mais j'ai déjà dit dans plusieurs speeches, dans d'autres
plateforme la réponse à cette question. Soit que vous ne m'avez jamais vu ou que les gens n'écoutent pas ou que vous avez oublié. Oups. On donne notre langue au chat. Bon, d'accord. Donc, étant donné qu'une gémination, c'est une dent qui a voulu former une dent de plus, puis qu'une fusion, mais c'est deux dents qui ont essayé de former une seule dent, c'est le nombre de dents dans l'arcade qui va nous donner la réponse. C'est-à-dire, ici, j'ai le bon nombre de dents, puis j'ai ma prémolaire 1, ma prémolaire 2, ma prémolaire 3, prémolaire 4, puis ma canine. Donc, ça serait une gémination, c'est-à-dire une dent qui a essayé d'en former une deuxième parce que j'ai 2 couronnes. Par contre, s'il me manquait une dent, bien là, ça me donnerait un indice que c'est une fusion qui est 2 dents qui sont devenues une parce que là, il me manque un bourgeon. Il me manque une dent dans l'arcade. Fait que voilà. Sinon, c'est peut-être pas la radio du siècle, là, mais des racines fusionnées. Fait que c'est un peu l'inverse de nos racines surnuméraires. Des fois, nos racines se mettent ensemble, puis ça s'extrait un peu comme une prémolaire 1. Fait que ça non plus, c'est pas rare du tout. Et puis, encore une fois, sans conséquence, tant aussi longtemps qu'on n'a pas besoin d'extraire la dent. Donc, très commun sur la prémolaire 2 au mandibule, puis c'est différent de notre dens indenté qui n'est pas un vrai dens indenté. Donc, défaut d'émail, dans ce cas-ci, c'était un défaut d'émail focal. Fait qu'il y a juste une petite perte d'émail quelque part. Fait qu'encore une fois, on recommande un scellant pour pas qu'il y ait de sensibilité à cet endroit-là, pour pas qu'il y ait de dens indenté, je l'avais déjà parlé. Attendez, je dois avoir... c'est beau, ça. Ça, c'est une gémination chez un chat. C'est un beau petit bengale. Fait qu'on a une dent qui a comme essayé d'en faire 2, qui n'a pas tout à fait réussi le processus. Fait qu'on se ramasse avec une 8 qui a 2 couronnes puis 3 racines. Comme ça. Puis dans ce cas-ci, il y avait de la place dans son arcade. Fait que je l'ai laissé. C'est juste beau. Je peux switcher à mon speech de malocclusion, si vous voulez qu'on en parle rapidement. Oups, je suis en train de fermer Zoom complètement. On a une question ici. Docteur Dupont, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez parler? Est-ce que... Je vais... C'est correct, ça me donne le temps de chercher ma présentation. OK. Donc, s'il y a des questions, des commentaires... Ah, oui, ben, c'est ça. Ça arrive souvent que les gens accrochent ça. Au début, non, je veux pas parler. C'est ça, dans les premiers webinaires, là, j'activais le micro, puis les gens étaient là, je suis désolée. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais juste réviser vite, là, vu que c'était pas dans mes plans de parler de ça, mais c'est pas grave. J'espère que tout le monde passe un bel été. La température est magnifique. Là, il fait genre 25 jours, puis il fait frais la nuit, on dort bien, c'est comme génial. J'aime mieux ça que 35 après jour. Non, mais tu peux aller dehors sans genre mourir de chaud. C'est super. Ah, on a un commentaire ici. Les chats qui ont comme un pic supplémentaire sur la face latérale de la carnassière. Je sais pas si tu as des commentaires à dire. La carnassière en haut ou en bas? C'est pas spécifié. Est-ce que la personne peut compléter? En haut! En haut, un pic de plus? Ben, si ça cause pas... En fait, des enamel pearls, ça existe. Fait que ça s'appelle des perles d'émail en français. Puis ça fait... C'est juste une petite bosse là où l'émail, les améloblastes ont décidé qu'ils se faisaient une petite boule de plus. Puis tant que ça ne nuit pas à l'occlusion, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'essaie juste de retracer mes dessins. Bon, ben regarde, je vais juste mettre une photo, puis on va en jaser. On va improviser. Une canine en lingoversion, ça arrive assez souvent. En fait, ça peut être... C'est ce que je veux.
Euh, Ça peut être associé ou non à une mâchoire qui va être brachygnate ou pas. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir une relation qui est normale entre les deux mâchoires. Ça veut dire que chez notre chiot, c'est pas que notre mandibule est trop long. Parfois, c'est juste les canines qui ont décidé, à la place d'être évasées puis de pousser en labioversion, vont être bien droites vers le haut. Puis là, évidemment, elles piquent le palais. Ça peut aussi être parce que les dents décidues étaient retenues et que le diastème s'est fermé puis que nos canines n'ont jamais eu la place pour prendre leur place, donc elles ont poussé tout droit. Donc ça, l'histoire ne le dit pas quand on diagnostique notre chien à 6-7 mois. Ou peut-être que l'histoire le dit parce que les dents décidues sont encore en place. Dans ce cas-là, on sait c'est qui la coupable. Mais bref, si l'autre scénario qui est quand même assez commun, c'est quand notre petit patient est brachygnate, là, évidemment, les canines qui devraient être placées une derrière l'autre, ça arrive comme une vis-à-vis l'autre et donc il n'y a pas de la place pour les deux. Des fois, un animal va être tellement brachygnate que la canine mandibulaire va carrément passer derrière la canine maxillaire. Dans ce cas-là, on n'a en général pas de problème avec ça. Ça peut arriver qu'on veuille extraire la petite cinque là, pour s'assurer que les dents ne cognent pas ensemble, mais ça cause moins de problèmes, en fait, que la dent qui pique au palais. Donc, on peut... Je ne sais pas pourquoi j'écris occlusion normale, classe 2. En fait, je sais c'est quoi. C'est bon, le formatage, mes lignes ne sont pas vis-à-vis. Je me relisais, j'ai comme les dessins qui ne pas avec ce que j'ai écrit. Donc, oubliez ce qui est écrit en bas. Là. Fait ici, en bleu, on aurait notre maxillaire, puis en vert, on a notre mandibule. Fait que normalement, notre mandibule est un petit peu plus étroit que notre maxillaire. En fait, chez les chiens et les humains, c'est la même chose. Fait que vous pensez à votre propre bouche, là. Nos dents du mandibule viennent se déposer comme à l'intérieur des dents du maxillaire. Et donc, normalement, notre canine mandibulaire devrait s'insérer juste devant notre canine maxillaire. Puis là, tout le monde est heureux. Donc, ici, on aurait une malocclusion de classe 1, c'est-à-dire que la relation entre mes deux mâchoires est bonne. C'est simplement que mes canines ont décidé d'être un petit peu plus en lingoversion, fait que vers la langue, et n'ont pas fait, là, sont pas en éversion comme elles devraient. Et là, ça pique le palais, ça fait mal. Et puis, l'autre exemple, c'est justement si notre mandibule est reculé, donc notre petit patient est brachygnate, là, les deux dents essaient d'occuper le même espace, donc clairement, il y a quelqu'un qui va être dévié. Donc, les deux sont assez fréquents, en fait. Ouais. Donc, si j'avais une animation surprise, étant donné qu'ils ne peuvent pas occuper le même espace, ça va souvent finir là, que les dents au mandibule vont être squeezées vers l'intérieur, puis ils vont aller tout droit dans le palais. Des fois, c'est juste un bord, il y en a une qui a trouvé sa place, puis l'autre non. Donc, on a plusieurs options de traitement, puis en général, ça va dépendre vraiment là, de l'occlusion exacte de ce patient-là. Puis souvent, là, ça va être un petit peu plus là, mon travail, les petites subtilités, je peux vous en parler. Fait que voilà. Fait que ici, j'ai rajouté sur mon dessin, ça va être les incisives 3 du maxillaire. Donc, encore une fois, sur une occlusion normale, notre canine mandibulaire va venir s'insérer dans le diastème entre les deux. Si jamais on a un patient qui a simplement une lingoversion des canines, mais que nos deux mâchoires ont la bonne proportion et que notre diastème est bien ouvert, ça va être le cas le plus simple. En fait, ça va être des cas qui vont être des bons candidats pour l'orthodontie. Puis en fait, c'est même aussi des bons candidats pour le ball therapy. Donc, on peut, si le patient est encore très jeune, à 6-7 mois, on peut leur recommander de tenir le plus souvent possible. En général, je vais dire, mettons, 3 fois 15 minutes pendant la journée. On va encourager le chien à tenir une balle dans sa bouche qui va pousser les dents vers l'extérieur. C'est le fun parce que ça fait pas mal, ça coûte rien, puis ça peut fonctionner. Donc, il n'y a vraiment aucun trouble à l'essayer. Par contre, souvent, les gens vont me dire « mais ça ne marche pas le ball therapy ». En fait, c'est parce que vous n'avez pas le bon candidat. Il faut vraiment s'assurer que le diastème est ouvert puis que la balle a la chance de pousser les dents simplement latéralement. C'est-à-dire que c'est un mouvement orthodontique simple, c'est un seul mouvement, c'est un mouvement vers le latéral.
Si j'ai besoin de tirer ma dent un petit peu vers le mésial ou un petit peu vers le distal en plus de latéral, mais là, ma balle n'est pas capable de faire ça. Là, ça va me prendre des chaînes, ça va me prendre autre chose un petit peu plus compliqué. Fait notre ball therapy, c'est le fun parce que c'est gratuit et ça fonctionne bien. Mais rappelez-vous, c'est un seul mouvement puis c'est vers l'extérieur puis ça ne fait rien de plus sophistiqué que ça. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est la photo 3. En fait, le fait que la canine a été absente, ça arrive très régulièrement que notre incisive 3 va être un petit peu en dystoversion, puis notre canine maxillaire va être un petit peu en mésoversion, puis là, notre diastème est fermé. Fait que vous pouvez faire toute le ball therapy que vous voulez, jamais ça va passer là. Fait que là, ça va être plus un patient qui va finir sur ma table à moi pour régler ses problèmes. Donc, pas un candidat pour le ball therapy. Fait que ball therapy, pas ball therapy. Puis parfois, comme je vous disais, si le patient est très, très, très draquinate à un point tel que les canines ont une chance de passer derrière, si elle pique par le palais, dans le palais, mais qu'elle passe en arrière des canines, ben, on pourrait recommander du ball therapy aussi. Sinon, donc si on se retrouve dans une situation comme ça, là, on voit que notre incisive est un petit peu poussée vers l'arrière ou même en version, là, sa cuspide à pointe vers le distal. Donc, ici, il n'y a pas de chance que notre dent passe. Donc, là, ça va demander des soins un petit peu plus, un peu différents ou un petit peu plus permanents, disons. Ce qui est le moins cher pour le patient, en fait, ou pour le client, en fait, c'est pas le patient qui paye, ça va être simplement d'extraire les canines. C'est quelque chose qui est plus invasif, évidemment, on perd la fonction des canines, mais c'est quelque chose qui peut être fait là, en médecine générale, donc un petit peu plus accessible et souvent moins coûteux. Sinon, les autres options, ce que moi, je peux faire en spécialité, ça va être d'aller couper les dents à une hauteur pour pas qu'elle pique le palais, ou du moins pour que, dans le fond, la dent soit coupée tellement plat que peut-être qu'elle va toucher le palais, mais qu'elle ne va plus le blesser. À ce moment-là, évidemment, mais si je coupe la dent court à ce point-là, ben, je vais exposer la pulpe. Mais donc, je vais pouvoir mettre un petit médicament qui est doux pour la pulpe puis faire une restauration par-dessus. Donc, c'est comme un traitement de canal partiel, si on veut. Là, ça s'appelle une pulpectomie partielle. Moins invasif, on garde les canines en bouche. Elles vont être un petit peu plus courtes que normal, mais ça vaut quand même la peine pour le patient de garder ça. Faut quand même aviser les gens, là, étant donné que les dents sont aussi courtes que les incisives, ça arrive que la langue va quand même sortir de la bouche. Là, il y a des propriétaires que ça perturbe énormément, là, mais il n'y a vraiment rien que je peux faire pour ça. Fait que ça va être pas mal nos deux options extraction. Puis sinon, ben, il y a toujours donc gingivectomie. S'il manque juste un petit millimètre de rien, des fois, on peut s'en sortir juste en coupant un petit peu de gencive quand on est chanceux. Puis ça, ça ressemble à ce que je fais là, une pulpectomie partielle. Là. Fait que la dent est coupée court et plate. Elle ne piquera plus le palais, mais au moins, elle reste en place dans la bouche du chien. Puis sinon, on a de l'orthodontie où on va faire, avec du composite, on va bâtir une pyramide sur la canine. Et puis, on va faire en sorte que l'angle de notre pyramide va venir la guider à l'endroit du diastème. Puis, en fait, la pente aussi qui est faite par notre pyramide peut aider à ouvrir le diastème un petit peu. Donc, si encore une fois, on n'avait pas de place au début, mais ça, des fois, ça peut faire la job. Là. Fait que ça va être aussi une forme d'orthodontie qu'on peut faire. Le patient va garder ça pendant à peu près 4 à 6 semaines. Puis, donc, ça va replacer légèrement l'incisive puis la canine au maxillaire, puis forcer là, l'éversion, ou plutôt la labioversion de la canine mandibulaire. Puis ensuite, une fois qu'elle a pris sa place, on réenlève tout ça, puis ça prend 2 anesthésies. Et puis, on a un patient qui a une bonne occlusion. Puis, si jamais ce n'est pas possible, j'ai une photo d'orthodontie. Je pensais que j'en avais une au début. On peut mettre vraiment des chaînes. Puis, on peut vraiment mettre des chaînes, travailler sur plusieurs dents en même temps, là, si c'est ce que les clients veulent, puis si le patient le permet. Mettre des chaînes? Oui. Fait exactement comme dans la photo, là. Fait qu'on va mettre un petit bouton sur la dent avec du composite, puis on va mettre une petite chaîne élastique. C'est une chaîne élastique. OK, là, ça ne peut pas blesser, là. Non. Non, puis même, la chaîne a besoin d'être changée quand même assez souvent, là.
ça passe son élasticité en dedans d'une semaine, donc on peut même enseigner aux clients comment les changer eux-mêmes. C'est sûr, il faut qu'ils gardent ça propre, il ne faut pas qu'il y ait de débris qui s'accumulent, il ne faut pas que le chien s'arrache tout ça. Fait que, il faut avoir un bon patient, puis un propriétaire qui va être assidu, qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de jouets dans la maison, blablabla. Les mouvements se font assez vite à cet âge-là. Donc, souvent, quelques semaines, un mois, ça va être complet. Fait que, ça va être beaucoup de travail pendant un mois, mais c'est pas comme nous, là, où on garde ça pendant 3 ans. Fait que le timing est quand même très, très, très important. Là. Fait que 6-7 mois, c'est pas mal le moment idéal pour faire ça. C'est ce que les gens veulent. C'est ce qu'il y a de moins invasif, mais c'est ce qu'il y a de plus coûteux parce que c'est ce qu'il y a le plus d'anesthésie. Combien, là? Juste pour nous donner une idée, là. J'ai déjà fait des estimés. Je pense que ça finissait dans les 3-4 000 parce que c'est minimum 2 anesthésies. C'est une réval par semaine pratiquement parce qu'il faut que je le revoie, il faut qu'on s'assure que tout est en place. Des fois, il faut aussi changer le nombre de trous. Il faut rajuster. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher? Ben, je suis rendue à 8 000, là. On est rendu à 8 000, puis d'estimer, puis me semble que c'est pas aussi compliqué que ça. Non, c'est une blague. Non, mais c'est parce que c'est très dispendieux pour les enfants. Là. Pratiquement tous les enfants ont besoin de broches de nos jours. Oui. Donc, OK. Donc, ça, c'est possible. C'est possible. Ça prend le bon patient, ça prend le bon client. C'est super le fun à faire, mais ça prend le bon timing. Tu sais, ça finit, on fait jamais ça. Puis, il s'les enlève pas. Il y a pas comme... Il peut pas comme... Ben, tu sais, c'est quand même bien fixé. C'est sûr, s'il se met à manger des roches, il va réussir à les casser. Okay. Mais tu sais, juste avec ses pattes, non, il ne peut pas l'enlever. Fait que je l'ai déjà fait, je l'ai fait pour mes boards. Il me fallait 2 patients dans ma résidence, j'ai réussi à avoir mes 2. C'est super satisfaisant, ça fonctionne vraiment bien et vite. C'est ça, c'est ce qui est le moins invasif, c'est super cool, mais ça demande des clients vraiment dédiés. Là, je suis en train de manquer de batterie, je vais juste me déflasher. Je vais vous aller voir mon salon. Est-ce que des questions, commentaires? Ou si vous voulez comme moi, dans mon visage, un peu de surprise? L'orthodontie chez les chiens et les chats. Pour l'instant, il n'y a rien. Bref, ça peut être une des choses pour traiter les malocclusions. Malocclusion. On n'a pas de commentaires. Petit visiteur aussi. Plus que le Zoom avance, là, plus qu'on fait ça informel. Oui. On va se ramasser au Starbucks à un moment donné. Ben non, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de commentaires. J'ai dépassé mon temps. Là, oui. Je m'étais dit, je vais garder ce cours, c'est l'été, là, je ne vais pas faire ça jusqu'à 8h30, mais ça n'a pas marché. Ça serait tellement, je sais que ça serait tellement de travail pour toi, là, mais faire une soirée quiz, là, tu sais, tes questions les plus dures, comme ça serait... Après, ce que je vois, parce que quand je fais des webinaires, souvent, ils me demandent des questions, parce que si je pige, j'ai peut-être déjà des questions de fait. Je me suis fait dire, en fait, par une de mes amies, elle m'a dit que mes questions étaient super dures. Ah oui? Bon. J'ai comme, moi, je pensais que c'était clair, là, après le webinaire, mais elle était comme, non, tes questions étaient vraiment tough. Parce qu'on a quelques compétitives, là, quand même, là, dans notre ligue du Vieux-Port du lundi soir, là, on en a quelques-unes qui aiment, qui sont là, le prêtes sur le piton. Fait en tout cas, on garde ça comme idée, mais ça serait le fun de faire une soirée spéciale, là, genre les Olympiades de la dentisterie vétérinaire. Ben, c'est cool. Si je le sais d'avance, tu sais, là, je peux juste, comme quand j'ai une belle radio en clinique, tu sais, je peux facilement la mettre de côté puis, tu sais, me faire une petite banque. On pourrait essayer, genre, pour Noël, tu sais, faire comme un... Oui, puis comme faire un mix de, pas comme une thématique. Là, je prends... Ah oui, non, on fait tout, là. Mais tu sais, ça, comme faire des cas, puis tu dis, diagnostic, c'est quoi le vrai terme? Mais c'est un melting pot, là. C'est vraiment tout ce qu'on a parlé depuis mai de l'année passée. Puis là, les gens, puis on donne des points. Oui, il faut faire des équipes, là. Il faut que ça... Ah, des équipes, c'est difficile, mais on pourrait donner des points. Un buzzer, faire quelque chose. Oh oui, on va travailler sur un concept. Bon, ben écoute, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de commentaires. Je vérifie à nouveau, mais je vois rien. Parfait.
Bon, ben, as-tu un mot de la fin que tu voudrais? As-tu quelque chose d'autre que tu veux ajouter? Euh, Encore le signalement quand vous m'envoyez des questions, si c'est pas c'est pas acquis, ça. Puis en fait, même le nom du patient, ça se fait super apprécié parce que quand je vous fais un estimé, il faut que je le crée dans mon logiciel parce que je veux le retrouver après. Donc, si vous mettez le nom du patient, c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi aussi de. Tu sais, des fois, une question va se transformer en rendez-vous comme 6 semaines plus tard, puis là, je cherche le courriel, puis là, je le trouve pas. Mais si vous m'avez jamais nommé le patient, ben, tu sais, ça devient comme le capharnaüm dans mes courriels, mes communications. Là. Fait que signalement et prénom du patient au minimum, là, quand vous m'envoyez une question, ça serait super rapide. Parfait. Donc, je résume. Prochaine rencontre, on saute le mois d'août, on est en vacances. Prochaine rencontre le lundi. Merci Kathleen. Kathleen qui vient de m'écrire bon été, tu es resplendissante, Oh. Hélène en passant. Je vous le dis, ça c'est le filtre Zoom. J'aime mieux Zoom que Teams parce que ce filtre-là me donne un teint. Envoyez-moi le Zoom, là. J'ai vraiment pris 10 ans cette année. Ça va. Une année difficile. Bon, donc, on se voit. Merci à tous les participants. On se voit lundi le 12 septembre. Ceux qui sont intéressés, anatomie orale et dentaire. Et on reçoit la question, là, mais constamment sur les instruments. José va au congrès, le Dental Vet Forum. Veterinary Dental Forum. Parfait. Donc, après, on le fera pas avant parce qu'on l'a déjà fait, puis peut-être que José va avoir des petites trouvailles pendant le Ouais, puis je vais congrès. essayer de vous amener des catalogues puis des choses comme ça. Fait que je vais Exactement. magasiner pour vous. Exactement. Fait qu'on va attendre après. Puis ça, c'est fin octobre, si ma mémoire est Non, bonne. c'est fin septembre. Fin Fait que septembre. celui du mois d'octobre pourrait être sur les instruments. Parfait. Fait Bon, qu'on puis celui de décembre, c'est un quiz de Noël. Fait qu'il manque juste novembre. On est tout fêté jusqu'à la fin de l'année. quiz Noël dentisterie, je prends des notes. OK. Parfait. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée à tous et ceux qui nous écoutent en rediffusion, ben je vous souhaite aussi une belle journée. Et puis, ben, merci à tous. Là, je vois plusieurs commentaires de gens qui te remercient. Merci, Ben, merci, à toi aussi. merci. Bonne fin de soirée, bonne fin de soirée. Super! Bon! Ben, écoutez, j'arrête l'enregistrement. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Gros bisous tout le monde. Merci encore, José. Et oui,